Nous voici arrivés à Puget-Théniers, à la descente du train. Alors. Je prends un peu la foule. Tu fais tout, tu fais des discours, des montages. Je remercie aussi les restaurants qui vont nous recevoir. Alors il y en a un, il est réservé, il y a 80 places avec les mesures sanitaires sans problème, puisque c'est 86, c'est un restaurant qui a droit, donc d'habitude 190 places, mais à 50%, donc on est dans la norme. Par contre, toutes les personnes qui se sont inscrites après, ben, il y a le restaurant d'à côté qui est prêt à vous accueillir. Et là, le menu risque d'être un peu plus cher, mais il ne dépassera pas les 20 €. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Philippe Jérôme, qui est ici, journaliste à l'Humanité, au Patriote, écrivain. Hein, c'est avec André Baudouin, ils ont écrit l'histoire populaire de la Côte d'Azur en plusieurs tomes, qui donne vraiment l'esprit de l'histoire populaire telle qu'on l'entend. Donc Philippe, je te laisse la parole. Bien, amis de la liberté de la commune, amis tout court et camarades, salut et fraternité, comme on disait. En mars dernier, au micro de France Inter, à propos de commémorations à venir, l'historien Pierre Nora, honorable membre de l'Académie française, déclarait un peu à la façon de Bourvil dans son sketch sur l'alcoolisme, la commune, non, Napoléon, oui. En rendant hommage aujourd'hui à Blanqui, nous n'oublions pas ce que son géniteur, Jean-Dominique, élu à la Convention en 1793, dans le nouveau département des Alpes-Maritimes, doit à l'empereur Napoléon. Un poste de sous-préfet à Puget-Théniers, où naquit en 1805 Louis-Auguste, qu'on appelle familièrement Auguste. Mais en ce 150e anniversaire, nous avons plutôt une pensée pour ces communards qui, le 16 mai 1871, ont abattu la colonne Vendôme. Au sommet de cette colonne romaine se trouvait une statue de Napoléon en César, ce Napoléon Ier qui mit l'Europe à feu et à sang et qui a rétabli l'esclavage que les révolutionnaires de 93, qui ont grandement inspiré Blanqui, avaient aboli. Notre festival Vive la Commune, qui essaye de faire connaître ces événements, le plus souvent ignorés par les livres d'histoire, se poursuit donc à Puget-Théniers en ce 22 mai. Hélas, je dirais, jour anniversaire du commencement de la semaine sanglante. Il y a en effet 150 ans, jour pour jour, et je dirais même heure par heure, heure pour heure, les loups versaillais sont dans Paris, où ils sont entrés la veille au soir par la porte de Saint-Cloud. Pour la première fois de sa vie, peut-être, Blanqui peut se féliciter d'être en prison, loin de Paris, et j'y reviendrai tout à l'heure. Les chefs de meute, Adolphe Thiers, républicain conservateur, et le monarchiste comte de MacMahon, ont un compte idéologique à régler avec les révolutionnaires qui, pendant la Commune, ont fixé la journée de travail à 10 heures, ont bloqué les loyers, ont réquisitionné des logements abandonnés pour les sans-abri, ont proclamé l'égalité du salaire entre les hommes et les femmes, et ont reconnu l'union libre, et ont tenté d'arracher l'école à l'emprise religieuse. Sous le regard bienveillant de Bismarck et de ses troupes qui occupent alors le pays, les soldats versaillais vont jusqu'au 29 mai, donc pendant une semaine, fusillés à la chaîne, d'abord au chasse-peau, puis à la mitrailleuse. Entre 10 000 et 30 000 personnes,
des jeunes gardes nationaux et des anciens de juin 48, des femmes dénoncées parce que leurs vêtements sentent la poudre ou la fumée, et même par dizaines, des enfants de communards présumés. La commune, qui n'aura vécu que 72 jours, est écrasée et noyée dans le sang. Le massacre le plus atroce que Paris a connu aurait-il pu être évité? Ou plutôt, et autrement dit, le mouvement communaliste, composé d'anarchistes comme Louise Michel, condamné au bagne, avec 4500 de ses camarades, de jacobins comme Charles Delécluse, mort sur une barricade le 25 mai, de socialistes comme Jules Vallès, immortel auteur de l'Insurgé, de militants de l'Internationale ouvrière comme Eugène Varlin, fusillé le 28 mai, et bien sûr de blanquistes comme Émile Duval, ouvrier devenu général de la commune, fusillé le 4 avril. Oui, ce mouvement républicain et démocratique, qui avant d'être sauvagement réprimé, s'était étendu à Lyon, à Marseille et jusqu'à Alger, aurait-il pu l'emporter et transformer la France de Napoléon III en une république sociale, voire socialiste, qui se serait installée, comme l'imaginait Blanqui, après une période de dictature populaire. Pour les fondateurs de la Première Internationale, les conditions objectives, à savoir la grande misère ouvrière, notamment, et subjectives, principalement l'humiliation de la défaite de 1870, étaient réunies pour qu'éclate une révolution en France. Mais pour Marx, ce qui a manqué entre autres pour que la Commune l'emporte, c'est un chef tel que Auguste Blanqui, qu'il qualifie, je cite, de tête et cœur du parti prolétaire. Thiers, ancien ministre de l'Intérieur, qui avait réprimé d'ailleurs la révolte des Canuts à Lyon, partageait en quelque sorte la même analyse, puisque après les élections de février 71, qui le porte au pouvoir suprême, l'une de ses premières actions vise à neutraliser celui qu'il appelait cette canaille de Blanqui. Il réactive alors la machine judiciaire et le procès de la journée insurrectionnelle du 31 octobre 1870. Ce 31 octobre 1870, le populaire Blanqui, une fois de plus, a pris la tête d'une manifestation qui s'en prend cette fois au général Trochu, chargé de la défense de Paris. Ce général est accusé par les manifestants d'inertie et il est surtout soupçonné de vouloir pactiser avec les Prussiens qui encerclent la capitale. Mais l'insurrection tourne au vinaigre et Blanqui est contraint de s'exiler à Bruxelles. Le 10 mars 1871, donc lorsque le procès a lieu, il est condamné à mort par contumace pour attentat ayant pour but d'exciter à la guerre civile. Âgé de 66 ans, malade, finalement réfugié chez sa nièce dans le Lot, il y est arrêté et incarcéré au château du Taureau en Bretagne. Le 17 mars 1871, donc, ironie de l'histoire, à la veille de l'insurrection parisienne, tant prônée et espérée par celui que ses camarades appellent maintenant le Vieux. Blanqui ne sortira de prison qu'en 1879. Lorsqu'il meurt le 1er janvier 1881, il aura passé près de la moitié de sa vie derrière les barreaux, c'est-à-dire, alors là les historiens ont des dates différentes, je dirais près de 40 ans. À titre de comparaison, Nelson Mandela, qui fut le plus ancien prisonnier politique du monde au XXe siècle, a été emprisonné pendant 27 ans. J'ajoute pas seulement. Le 5 janvier 1880, une foule estimée à 100 000 personnes accompagne en cortège dans Paris jusqu'au Père-Lachaise la dépouille du révolutionnaire qui sera enterré non loin du mur où, le 28 mai 1871, 178 fédérés ont été exécutés, leurs cadavres jetés dans une fosse commune. Alors, pour plus de détails biographiques et politiques sur Blanqui, je vous renvoie au texte hommage que le professeur Arnaud Münster nous a fait parvenir à l'Association des Amis de la Liberté,
et qui sera disponible pendant le repas, pour ceux que ça intéresse. Je vous renvoie à la biographie rééditée par l'Amourier de Gustave Geffroy, à qui Blanqui d'ailleurs doit son nom de l'Enfermé. Et je vous renvoie à d'autres ouvrages qui seront disponibles aussi après le repas ou pendant auprès des camarades. Sur le site. Voilà, et également sur le site. Alors parmi eux, il y a le dictionnaire de la commune, très intéressant, de Bernard Noël. Ah oui, et donc une vidéo visible aussi sur notre site. Donc après cette page de publicité, j'en reviens à notre héros. C'est donc en prison que Auguste Blanqui apprend son élection le 26 mars 1871 comme conseiller municipal. Il est conseiller communal à l'époque. Obtenant 15 000 voix, il est le mieux élu des candidats à Montmartre. Mais il ne peut pas siéger, et pour cause, lorsque la commune s'installe à l'hôtel de ville, le 28 mars suivant, et prend pour emblème le drapeau rouge. Donc Blanqui est en prison. Bien que privé de la présence charismatique du vieux, ses compagnons de combat vont fortement marquer quand même de leur empreinte ces 2 mois d'évolution révolutionnaire, comme disait Jaurès. Pour ne prendre que ce seul exemple, on doit à Édouard Vaillant, délégué blanquiste à l'enseignement, le décret historique sur l'instruction publique gratuite, obligatoire et laïque. Oui, laïque, car c'est bien la Commune de Paris qui, je cite, « considérant que la liberté de conscience est la première des libertés », a promulgué par décret la séparation des églises et de l'État. Vaillant, qui sera l'un des pères du socialisme français, imposera également l'augmentation et l'égalité du salaire entre les institutrices et les instituteurs, et il œuvrera à la multiplication des écoles professionnelles. En réalité, lorsqu'éclate le 18 mars l'insurrection citoyenne à Paris, les blanquistes peuvent armer 2500 hommes, mais n'ont pas de programme politique précis. En 1870, le journal créé par Blanqui a pour titre « La patrie en danger ». Peu avant sa mort, ce sera une feuille, baptisée, si j'ose dire, « Ni Dieu ni maître », slogan adopté ensuite par le mouvement anarchiste. Donc Blanqui, c'est des influences politiques extrêmement différentes. Mais républicain et patriote dans l'âme, animé par une grande soif de justice sociale et par un anticléricalisme forcené, réprouvant la lutte des classes en pensant qu'une élite intellectuelle alliée à la petite bourgeoisie des artisans était seule capable de renverser l'ordre établi, Blanqui et ses camarades sont avant tout des hommes d'action. Une action plus que contrariée pour leur chef, qui fut l'homme politique le plus persécuté du siècle. Action contrariée et même une action enchaînée pour Aristide Maillol, auteur de ce monument à Blanqui devant lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Son histoire mérite qu'on s'y arrête et rapidement se prononce. Nous sommes en 1905, l'année de l'unification dans la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, sous la houlette de Jean Jaurès, des multiples courants socialistes français. 1905, c'est, tout le monde le sait, l'année d'adoption de la loi sur la séparation des églises et de l'État. De Georges Clemenceau à Jules Guesde, la commune se rappelle alors au souvenir de la gauche française. Dans la bataille épique qui s'engage contre le clergé catholique pour faire appliquer cette loi, quoi de mieux à l'époque, en matière de communication politique, que d'élever un monument à la gloire de Blanqui, ce républicain authentique, anticlérical, visionnaire, à la popularité intacte 30 ans après sa mort, car lui n'a jamais trahi la cause du socialisme et il a payé très cher pour cela. Donc en 1906, Clemenceau, qui en 1879 avait plaidé à l'Assemblée nationale pour l'amnistie de Blanqui, devient chef de gouvernement. Il anime alors un comité de financement du projet de monument présenté par la Ligue des droits de l'homme, qui comprend son vieil adversaire, un comité qui comprend son vieil adversaire Jean Jaurès,
mais aussi les écrivains Anatole France, socialiste, et Octave Mirbeau, anarchiste. Ce dernier joue de son influence pour imposer le nom de l'artiste catalan. Avec Henri Matisse, qui passe ses vacances d'été à Collioure, Aristide Maillol, en prenant sa femme pour modèle, exécute les dessins préparatoires de l'œuvre qui devra être installée dans la commune natale de Blanqui, ici, et peut-être à Paris. Alors, dans les milieux artistiques et politiques, chacun s'attend pour cette commande quasi officielle au classique buste en marbre du personnage masculin qu'on honore. Et tout au contraire, l'œuvre de Maillol, qui est une allégorie de la lutte pour les libertés, représente une femme. Une femme forte, une femme musclée, qui est toujours en mouvement et qui tente de se débarrasser de ses chaînes. En fait, le projet original, reproduit et exposé depuis peu à Banyuls-sur-Mer, qui est la commune natale de Maillol, était de sculpter une statue sans bras afin de provoquer encore plus l'imagination du spectateur. Les promoteurs du monument en rajoutent dans la provocation, en faisant placer le 14 octobre 1908 la statue à quelques mètres de l'église du village. Ce Blanqui qui sent toujours le soufre, plus un improbable nu féminin en bronze de 2 mètres de haut, c'en est trop pour le clergé catholique, qui organise alors des processions religieuses contre le monument, qui est pourtant considéré par certains critiques d'art comme un chef-d'œuvre digne de Michel-Ange. Sous cette pression, la municipalité déplace une première fois la statue en 1911. Puis, en 1922, la relègue sur le champ de foire. Mais pendant la dernière guerre mondiale, grâce à Matisse, qui à l'époque a partagé sa vie entre Nice et Vence, la statue sera cachée dans les abattoirs de la région, puis, par des résistants, elle sera cachée dans un dépôt à Nice, afin de ne pas connaître le même sort que celle de Gambetta, découpée et fondue par l'occupant allemand le 16 avril 1942. Cette statue de Gambetta était à l'actuelle place de la Libération, devenue place du Général de Gaulle, près de la gare du Sud. C'est une immense statue de 1500 kg de bronze. Les résistants, c'est fort, hein. Pour cette interruption momentanée. Donc l'action enchaînée a été remise en place à la Libération, à l'endroit où nous nous trouvons aujourd'hui. Cette statue n'est pas près, elle, d'être déboulonnée. Du Kurdistan à la Palestine, sur les rives de notre Méditerranée, bien des peuples encore sont enchaînés, et les luttes pour les libertés auxquelles Auguste Blanqui a consacré sa vie sont toujours d'actualité. Alors plus que jamais, vive la commune et vive la sociale. Vive la commune! Vive la commune! Vive la commune! On va commencer du début. Debout les forçats de la faim, la raison tournant son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé faisons table rase, pour l'esclave debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'internationale sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'internationale sera le genre humain. Il n'est pas de sauveur suprême,
ni Dieu, ni César, ni tribun. Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun, pour que l'œuvre leur rende gloire, pour tirer l'esprit du cachot. Soufflons nous-mêmes notre force, battons le fer tant qu'il est chaud. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Les rois nous soulèvent de fumée, mais entre nous guerre aux tyrans. Appliquons la grève aux armées, crossant l'air et rompons les rangs. S'ils s'obstinent, ces cannibales, afin de nous des héros, ils sauront bientôt que nos balles sont nos propres généraux. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Vive la Révolution! Vive la commune! Je remercie donc Philippe Jérôme de sa prestation. Je remercie aussi des associations qui se sont joints avec nous, comme la Libre Pensée, un mouvement de résistance italien, n'est-ce pas? Il y a un bouquet de fleurs qui a été déposé. Je ne me rappelle plus le nom de l'association. Elle s'appelle AMPI, Association des partisans d'Italie. Voilà. Et on est fiers d'être ici. Voilà. Je te garde une place. Hein. Voilà le banquet républicain. Et voici, après un bon repas et le café, après le dessert bien entendu, la visite de Puget-Théniers. Oui, mais Voir nos pensées en la scène.
surdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celui qui lance. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire voit s'envoler notre confiance. Ils font preuve de tant d'insistance pour confiner notre conscience. Non, 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 non. On veut continuer à danser encore. Quand nos pensées enlacent nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Non, 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 nous, on veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Ne soyons pas impressionnables par tous ces gens déraisonnables, vendeurs de fleurs en abondance, angoissant jusqu'à l'indécence, sachant les tenir à distance. Pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nos sourires, notre intelligence, ne soyons